Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je vous présente la dernière de ma série de 3 vidéos à l'intention des étrangers qui songent à venir vivre au Québec. Cette fois-ci, je vais vous parler des défauts du peuple québécois. Avant toute chose, cependant, j'aimerais faire remarquer que l'être humain est un être essentiellement bon. Il n'a pas beaucoup le choix d'être bon, étant donné qu'il vit dans un univers où l'énergie est rare et où en plus celle-ci a tendance naturellement à se disperser et à se dégrader. C'est une loi de l'univers, il y a toujours de la perte. Ce qui fait que tous les êtres vivants, dont les êtres humains, sont obligés de toujours produire plus qu'ils ne consomment pour compenser cette perte. Autrement dit, ils sont obligés d'être d'abord producteurs et bons plutôt que destructeurs et méchants. C'est la raison pour laquelle après un incendie, les forêts repoussent aussi facilement et pourquoi après une guerre, les êtres humains ont au fait de tout réparer. Comme la plupart des autres peuples, le peuple québécois a donc beaucoup plus de qualités que de défauts. Par exemple, c'est un peuple heureux, composé de bons vivants. Ils sont patients, tolérants, très pacifiques. Au Québec, vous vous sentirez à peu près toujours en sécurité, étant donné qu'on y commet, par exemple, très peu de meurtres, surtout dans le Québec profond. Les Québécois sont également généreux et hospitaliers. Ils sont bien intentionnés, ils exigent toujours qu'on traite très bien les minorités, les immigrants, les touristes, enfin tous ceux qui viennent ici ou qui vivent ici. Les Québécois sont également sincères, authentiques. Ils ont une forte tendance à dire ce qu'ils pensent et à penser ce qu'ils disent. Ils ont leur franc-parler. Ils sont également très honnêtes. Vous ne rencontrerez pas beaucoup dans la population en général d'indices de corruption. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait payé un fonctionnaire pour obtenir un passeport ou un permis de conduire plus rapidement. Une des principales raisons, c'est que nos fonctionnaires sont tellement bien payés qu'ils ne risqueraient jamais tout ça pour faire seulement quelques dollars de plus. Il y a de la corruption au Québec, mais elle est réservée aux hautes sphères de notre société. Autrement dit, on peut corrompre pas mal de gens avec 100 000 $, mais presque personne avec 100 $. Évidemment, les qualités des Québécois ne dérangent pas beaucoup les immigrants qui ont vite fait de les prendre pour acquises. Ce qui leur tombe rapidement sur les nerfs, par contre, c'est bien sûr nos défauts. C'est d'autant plus vrai que certaines de nos qualités ont également des conséquences désavantageuses pour eux. Pire, certaines de nos particularités culturelles, par exemple notre extrême tolérance dans le domaine de la sexualité, sont considérées ici comme des qualités, alors que pour beaucoup d'immigrants, c'est plutôt des défauts. La plupart des caractéristiques culturelles des Québécois sont de simples sous-produits de la géographie, du climat ou de l'histoire du pays. Par exemple, c'est parce que le territoire est immense que beaucoup de Québécois ont appris à calculer les distances, non pas en kilomètres, mais en heures de voiture. Pour ce qui est de la géographie, l'élément qui a peut-être eu le plus d'impact sur notre culture, c'est le fait que le Québec est un pays de passage, un pays de transition où depuis des siècles, des millions d'immigrants sont accourus pour se servir de la longue vallée rectiligne du Saint-Laurent, qui est de sens est-ouest, pour se rendre au centre du continent le plus riche du monde, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. Au Québec, la population compte 2 éléments différents. Le premier, c'est un élément qui est stable, permanent, qui est composé des Québécois de souche et des Autochtones. Et le deuxième, c'est un élément très instable et mobile, qui est composé par l'essentiel des autres groupes ethniques. Au cours des siècles, les Québécois de souche ont pris l'habitude de voir les immigrants arriver et repartir. Ils sont donc devenus un peuple patient, pacifique, qui sait attendre que les plus mauvais éléments issus d'immigration repartent vers l'ouest, notamment tous les gens qui sont suffisamment impolis pour ne pas apprendre la langue du pays, c'est-à-dire le français. L'instabilité foncière des immigrants a eu 2 autres effets culturels très importants. Au niveau des groupes ethniques, ça a accru le sentiment de solitude, étant donné que les gens se fatiguent très rapidement de voir leurs nouveaux ennemis et leurs compatriotes s'exiler un par un pour se rendre dans des provinces plus riches et moins compliquées. Au niveau des Québécois de souche, la traversée continuelle du pays par des foules d'immigrants qui viennent de tous les coins du monde a eu pour effet de beaucoup enrichir
la culture locale qui a absorbé et intégré beaucoup d'éléments qui venaient de gens qui étaient la plupart du temps de très haut niveau culturel. Ce haut niveau culturel est assuré par le fait que tant le gouvernement canadien que québécois choisissent leurs immigrants en fonction justement de leur très haut niveau d'études et de leur haut niveau culturel. La proximité des États-Unis, qui sont un des centres culturels de la planète présentement, la confrontation à Montréal de deux cultures fortes, comme la culture française et la culture anglaise, et le fait que le Québec reçoit un taux très important d'immigrants, 2 fois plus important proportionnellement que celui de la France, a fait que Montréal est un carrefour culturel où se côtoient un nombre incalculable d'ethnies différentes. Montréal est une véritable ville multiculturelle où les cultures étrangères survivent longtemps et bien, alors que Toronto, par exemple, où 80% de la population est pourtant composée d'immigrants et de fils d'immigrants, Toronto est une ville monoculturelle anglophone où les cultures étrangères se mêlent et disparaissent dans le creuset anglophone, normalement en moins de 2 générations. La culture québécoise est devenue tellement riche que quand j'habitais au Brésil et en Chine, dans les 2 cas, j'ai assisté à des documentaires où on décrivait la culture canadienne et où on montrait le vieux Québec, on montrait des épluchettes de blé d'Inde, la pêche aux petits poissons des chenaux, les cabanes à sucre, les courses de motoneige, Céline Dion, Georges Saint-Pierre, le Cirque du Soleil, etc. Et j'ai fait remarquer à ma femme, tu vois, ils parlent de la culture du Canada, et pendant tout le long du documentaire, ils ont presque uniquement parlé que du Québec. Le climat a également eu d'importants effets sur la culture d'ici. Dans un pays aux hivers aussi longs, la pauvreté et surtout la paresse ont toujours obligé certaines personnes à vivre avec un froid qui devenait parfois tellement intense qu'elles le ressentaient jusqu'au fond de leurs os. À Montréal, les clochards dorment souvent dans la neige. Et quand arrivent les grands froids, les autorités les laissent aller dormir dans le métro de peur qu'ils meurent gelés. Avec un climat aussi extrême, les Québécois n'avaient pas le choix de devenir un peuple énergique. Déjà, les Occidentaux en général exigent que tout soit fait avec énergie. Ici, c'est encore pire. Les gens détestent tellement qu'on leur fasse perdre leur temps qu'ils ont inventé une 12aine de mots différents pour désigner ce défaut. Ils disent que c'est du niaisage, du tétage, du brettage, du branlouillage, du tétaouinage, etc. Dans un pareil contexte culturel, on comprend que la plupart des gens d'ici sont devenus de bons travailleurs et qu'ils aiment le travail bien fait. C'était peut-être encore plus vrai dans les générations antérieures, qui étaient nettement moins riches. Je me souviens qu'en 1973, la télévision québécoise a montré les premiers reportages sur une famine africaine, celle d'Éthiopie, où on voyait des milliers de femmes assises par terre avec leurs enfants qui attendaient sans rien faire qu'on vienne les nourrir. Ma mère, qui avait élevé 9 enfants sans aucune aide gouvernementale, regardait ces images-là avec un étonnement total. Et au bout de quelques minutes, elle m'a regardé avec agacement en me disant « Mais qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là? Elles ne font rien pour s'en sortir, elles ne cousent pas, elles ne tricotent pas. » Elle ne pouvait pas comprendre que face à la mort, on ne fasse pas tout ce qu'on peut pour essayer de s'en sortir. Nos saisons marquées, et notamment l'hiver, ont beaucoup contribué à augmenter la créativité des Québécois et des Canadiens en général. C'est particulièrement évident dans le domaine des sports, dont beaucoup ont été créés ou développés ici. Aux sports d'origine autochtone, comme le traîneau à chien, la raquette, le kayak, le canot camping ou la crosse, se sont ajoutés des sports comme le hockey sur glace, le hockey de rue, la ringuette, le patinage de vitesse, le patinage de fantaisie, la planche à neige, le ski acrobatique, le ballon-ballet, la motoneige, la pêche sur la glace, etc. À tous ces sports d'adultes s'ajoutent tous les jeux d'enfants qui font des bonhommes de neige, qui se construisent des igloos ou des châteaux de neige et qui se lancent souvent dans des batailles de boules de neige.
Tout ce genre d'activités de plein air, en contact avec le froid, ont beaucoup contribué à faire que le Québec a un problème d'obésité nettement moindre que celui des États-Unis, par exemple, en dépit du fait qu'on a toujours eu une cuisine qui était plus grasse et plus sucrée que celle d'un peu partout sur la planète. En dépit de tout ce que je viens de dire, il est certain que la vaste majorité des Québécois sont obligés de rester enfermés dans leur maison pendant environ 8 mois par année, ce qui contribue beaucoup à isoler les groupes ethniques, dont la plupart se regroupent dans des quartiers spéciaux et qui ont leurs propres institutions. Pour ce qui est des Québécois de souche, la longueur de l'hiver et de l'enfermement fait que les Québécois se plaignent continuellement de l'hiver. C'est devenu presque un rituel qui fait partie de ce que j'appelle la longue montée du plaisir vers l'été. Une montée du plaisir qui commence dans les derniers mois de l'hiver pour finalement exploser dans une joie sans mélange quand arrivent les premiers jours du printemps. Dès la mi-avril, la première fois que le soleil, le thermomètre approche de 18 ou 20 degrés Celsius, beaucoup de Québécois se débarrassent de leurs bottes et de leurs manteaux pour commencer à jouer à l'été. Au Québec, l'été est une fête. Comme le dit un de nos écrivains d'origine haïtienne, l'été québécois est spécial parce que c'est un été qui a connu l'hiver. C'est très bien dit. Un autre élément qui permet d'expliquer comment a évolué la culture d'ici, c'est l'histoire. Par exemple, selon certains historiens, c'est la grande rareté des femmes au début de la colonie qui leur a permis d'acquérir et de conserver un très haut statut social. La très grande liberté des femmes d'ici est considérée comme un défaut par beaucoup d'immigrants qui proviennent de cultures où les hommes contrôlent tout. Un autre héritage culturel qui nous vient du début de la colonie, c'est le fait que dans le domaine des idées, les Québécois de souche ont tendance à former un tout très cohérent. Ça, c'est en grande partie dû au fait que presque dès le début du pays, les autorités ont décidé d'interdire à tous ceux qui n'étaient pas catholiques d'émigrer en Nouvelle-France. Parmi les 20 à 30 000 Français qui sont venus ici au cours du régime français, nos historiens ont repéré moins de 600 noms qui pourraient indiquer que leurs propriétaires avaient des origines protestantes. Comme la société était alors très petite, la pression sociale a vite eu fait d'obliger ces protestants-là à redevenir catholiques. Quant à la conquête anglaise, elle a eu des effets très profonds et durables sur la culture d'ici. Par exemple, c'est parce que les Québécois de souche ont été isolés de la France pendant près de 2 siècles qu'ils ont développé un accent tellement fort que ça prend ordinairement quelques semaines pour arriver à les comprendre. C'est surtout vrai quand les nouveaux venus s'adressent à nos citoyens les moins instruits. Une autre conséquence de la conquête anglaise, c'est le fait que dans le Québec profond, on trouve à peu près pas de classe sociale en bonne et due forme, en tout cas pas dans le sens où on l'entend dans les autres pays. Même aujourd'hui, il n'est pas rare chez les Québécois de souche de voir dans une fête des manœuvres ou des assistés sociaux dîner à la même table que des médecins ou des millionnaires, et ça pose absolument aucun problème. Ça, c'est dû au fait qu'après nous avoir envahis, les Anglais en 1760 ont tout fait pour obliger une grande partie de nos classes supérieures à retourner en Europe. Ils y sont parvenus en se réservant tout simplement les meilleurs emplois du pays, c'est-à-dire les emplois de gouverneurs, d'administrateurs, de hauts gradés de l'armée, de marchands, d'exportateurs, d'importateurs, de capitaines de vaisseaux, etc. L'exode massif et brutal d'une grande partie de nos classes supérieures a transformé le peuple québécois en un peuple de pauvres et de paysans, au milieu duquel les quelques médecins et avocats qui sont restés ici ont bien été obligés de s'habituer à vivre. Pendant près de 2 siècles, tout le haut de notre pyramide sociale a été composé d'anglophones qui formaient l'essentiel de nos classes moyennes et la quasi-totalité de nos classes supérieures. C'est à partir de la conquête de 1760 que l'anglais est devenu la langue des puissants et des riches et le français la langue des faibles et des pauvres. Cette division de la richesse sur une base raciale explique le côté paysan assez marqué des Québécois de souche, dont la plupart sont à moins de 2 ou 3 générations de la pauvreté ou même de la misère crasse.
Une autre conséquence de la conquête de 1760, c'est que le lourd mépris des Anglais pour les conquis que nous étions a fini par pénétrer très profondément la culture locale. Les Québécois de souche ont été entraînés à penser en envers et à toujours penser que c'est eux qui ont tort. Leur premier réflexe est toujours de se disculper et d'essayer de s'excuser, ce qui bien sûr permet aux anglophones de continuer de leur monter sur la tête. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, presque dès votre arrivée à Montréal, vous allez être soumis à un intense barrage de calomnies contre le peuple québécois, des calomnies qui ont été inventées par le Canada anglais et qui sont répétées par les chefs de vos groupes ethniques qui considèrent que c'est leur intérêt de se mettre avec les plus forts pour écraser les plus faibles. Il s'agit d'un phénomène social tout à fait massif et assez surprenant, compte tenu du fait que nous sommes un des peuples qui reçoit le mieux des immigrants sur la planète. En passant, si jamais vous découvrez quelque chose de très incriminant dans le passé des Québécois, n'hésitez pas à m'en avertir, parce que moi j'ai bien fouillé notre histoire et je n'ai pratiquement rien trouvé. Un des avantages culturels du fait que les Québécois se sentent toujours coupables, c'est le fait qu'ici, le racisme n'est pas toléré. Il existe, bien sûr, mais il n'est pas toléré. Quand deux frères québécois de souche sont isolés dans une voiture fermée, ils continuent de parler contre le racisme. C'est d'autant plus naturel pour eux que comme nous continuons d'être dominés par nos envahisseurs, nous sympathisons tout naturellement avec les plus faibles et avec des peuples martyrs comme les Kurdes ou les Palestiniens. Bien sûr, cet antiracisme n'a rien changé au fait que les immigrants qui nous arrivent du tiers-monde et qui ne cessent pas de parler contre le colonialisme et les agressions impérialistes se regroupent quand même avec les descendants de nos conquérants pour les aider à nous contrôler. Je répète que ce sont les groupes ethniques qui ont voté non à 95% qui nous ont fait perdre le référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec. Comme les Québécois de souche sont agressés de la sorte depuis un quart de millénaire, il est tout à fait normal qu'ils aient développé une mentalité d'assiégés et que beaucoup d'entre eux ressentent de la méfiance et même du ressentiment envers tous ces étrangers qui font exactement l'inverse de ce qu'eux-mêmes nous disent être le bien. Comment vous seriez-vous senti, vous, si à l'époque où vous étiez des colonies, des Québécois s'étaient rendus dans vos pays d'origine pour aider vos envahisseurs à continuer de vous écraser? Poser la question, c'est y répondre. Heureusement, au cours des 40 dernières années, les Québécois de souche ont cessé d'être un peuple de chiens battus. Ils se sont instruits et enrichis et ont peu à peu repris le contrôle de leur économie. Ce qui a amené beaucoup d'anglophones à fuir leur compétition en déménageant dans les autres provinces. En faisant ça, ils ont amené avec eux une partie de notre industrie tertiaire qui contrôle encore notre économie, ce qui a bien sûr contribué à tous nous appauvrir. En s'urbanisant, les Québécois de souche ont fait comme tous les autres peuples dans les mêmes circonstances, même les musulmans modernes, et ils ont entrepris de se débarrasser de leur vieille idéologie religieuse qui était beaucoup plus adaptée à un monde de paysans. Ce qui a été typique au Québec, ça a été l'extrême brutalité du phénomène. Parce que la modernisation et l'urbanisation dont j'ai parlé se sont produites essentiellement dans la première moitié du 20e siècle. Ce qui fait que la volonté de changement s'est mise à bouillonner un peu partout dans notre société. Or, comme l'Église catholique était parvenue depuis très longtemps à prendre le contrôle de la plupart des institutions du Québec, elle a pu assez facilement maintenir avec force le couvercle sur la marmite. Ce qui fait que tout a sauté brutalement au début des années 60 lors de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, au cours de laquelle le peuple québécois a fait une véritable réaction allergique contre l'Église catholique, ce qui l'a amené vers 1966 à abandonner massivement et définitivement les centaines d'églises vides qu'on retrouve aujourd'hui éparpillées un peu partout sur le territoire. D'un coup, les Québécois sont devenus un peuple laïque dont l'idéologie de base avait une nature scientifique. Si, de nos jours, les gens ont conservé la coquille vide des vieilles cérémonies catholiques du mariage et des funérailles, c'est parce qu'elles sont beaucoup plus belles que les cérémonies qui ont été inventées par nos fonctionnaires.
En fait, les Québécois ont oublié complètement leur vieille peur ancestrale de pauvres et de paysans, par exemple la peur de la colère de Dieu. Dans la plupart des cas, ils ne savent même pas à quoi ça peut bien servir une religion. Ce rejet viscéral de la religion pose aujourd'hui un problème majeur, étant donné que le principal réservoir d'immigrants francophones où le Québec peut puiser se situe présentement dans les pays musulmans. Déjà, les Arabes disent que les Occidentaux ne sont pas très doués pour la religion. Eh bien, les Québécois le sont moins que quiconque. Comme le rejet du catholicisme date de quelques décennies à peine, l'apparition de l'islam militant au Québec, avec ses mollahs en soutane et ses femmes voilées, ont déclenché une nouvelle réaction allergique dans la population, surtout du côté des femmes, qui l'ont tout de suite identifié comme étant un retour des curés et des bonnes sœurs d'autrefois. Autrement dit, les islamistes ont rencontré un mur au Québec, comme d'ailleurs un peu partout ailleurs dans le monde. De toute façon, les Occidentaux en général ont parfaitement compris que les musulmans ne leur offriraient pas la réciprocité s'ils allaient vivre dans leur pays, où il est habituellement interdit de construire des églises ou de prêcher le christianisme. Les Québécois, qui détestent la discrimination, voudraient donc que ce soit pas vrai, mais ils savent que ce l'est. Pour ce qui est des conversions qu'espèrent les islamistes, elles sont relativement peu nombreuses, entre autres parce qu'une fille d'ici qui décide de se convertir et qui se met à porter le foulard islamique se fait engueuler par les autres Québécoises dès qu'elle se retrouve seule avec elle. Souvent, ces femmes-là sont obligées de s'isoler, de s'enfermer ou de s'exiler. Inversement, on rencontre souvent à Montréal des musulmanes qui ne pratiquent pas ou qui ont carrément rejeté l'islam. Certaines vont même jusqu'à marier des non-musulmans, ce qui, tous les musulmans le savent, est strictement interdit à la femme par l'islam. Quand les intégristes se rendent compte que les Québécois détestent l'intégrisme, beaucoup ont pour réflexe de se venger en faisant ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire en votant pour le Canada fédéral. Ça s'appelle se tirer dans le pied de la plus belle façon, parce qu'ils sont en mesure de se rendre compte que les souverainistes québécois se demandent si le Québec souverain devrait ou non posséder une armée, alors que le Canada fédéral, lui, s'apprête au cours des 20 prochaines années à se procurer de 45 à 100 milliards de dollars de biens militaires. Compte tenu de l'isolement évident du Canada sur la planète, qui n'a pas d'ennemi évident, à quoi vont bien pouvoir servir toutes ces dépenses militaires si ce n'est à continuer à faire ce que le Canada fédéral fait déjà, c'est-à-dire à aller massacrer des musulmans dans des pays comme la Libye, l'Irak ou l'Afghanistan. Et ça, c'est contre l'avis majoritaire des Québécois. En nous obligeant à rester dans le Canada et à continuer à lui payer des impôts, les musulmans d'ici s'assurent qu'Ottawa va disposer de milliards de dollars d'armes supplémentaires, de bombes supplémentaires à faire pleuvoir sur les pays musulmans. Un truc pareil, c'est incroyable. Comme disait Omar Khayyam, un penseur musulman, « Chaque jour, la vie aura augmenté ma stupeur. » Quoi qu'il en soit, je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler des principaux défauts que nous reprochent beaucoup d'étrangers. Entre autres, le fait qu'en s'enrichissant, les Québécois ont cherché à se débarrasser de toutes les structures sociales contrôlantes comme le mariage ou la famille traditionnelle qui avaient été inventées par leurs ancêtres plus pauvres pour chercher à augmenter au maximum la richesse. Au Québec, les gens ne se fiancent presque plus et se marient de moins en moins. Et quand ils le font, c'est avec l'idée que cela pourrait durer seulement quelques années. La famille traditionnelle, où les sexes partageaient le travail, a pratiquement disparu et elle a été remplacée par des unions plus ou moins libres dont la principale fonction est de satisfaire des besoins affectifs. Dans un pareil contexte, les enfants sont devenus rares et isolés, souvent sans frères et sœurs, et leurs parents les gâtent pour chercher à diminuer leur culpabilité de ne pas s'en occuper suffisamment. Avec l'affaiblissement de la famille, ce sont de plus en plus des fonctionnaires anonymes qui s'occupent de tous les laissés pour compte, les personnes âgées, les malades chroniques, les malades mentaux, les handicapés, etc. Ce qui, bien sûr, augmente de beaucoup la solitude dans notre société.
Un autre défaut que nous reprochent souvent les étrangers, c'est notre extrême tolérance à l'égard des déviations sexuelles. Au Québec, vous trouvez des sex shops un peu partout, la pornographie est disponible dans les magasins du coin. Chaque année, il y a des défilés, des festivals homosexuels, et dans les écoles, on en parle de façon positive aux enfants. Dans les mosquées à Montréal, les mollahs disent que les Québécois, c'est un peuple de vicieux. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que tout cet étalage de sexe est un sous-produit de l'extrême tolérance dont eux-mêmes bénéficient pour propager leur religion. Dans les faits, les Québécois s'adonnent de façon très modérée au vice. De toute façon, contrairement à tous les gens qui nous arrivent de sociétés où les mœurs sont beaucoup mieux contrôlées, les Québécois ont développé depuis longtemps des anticorps contre tout ça. On les voit presque plus, les femmes presque nues, qui sont sur les affiches publicitaires. Et la vaste majorité des Québécois ne se rendent jamais dans les quartiers riches. Dans les quartiers roses, pardon. Ils ont bien d'autres chats à fouetter que de s'occuper de tout ça. Beaucoup de Québécois n'aiment pas beaucoup que je vous dise aussi brutalement la vérité sur leur patrie. Si je l'ai fait, c'est parce que moi, je crois que le Québec doit devenir un pays indépendant, exactement comme vos patries le sont devenues au cours des dernières décennies, et pour les mêmes raisons. Je crois donc qu'il est important de dire la vérité aux futurs immigrants et de démonter pièce à pièce tout le système qui a été mis en place par le Canada anglais, entre autres pour vous obliger à trahir vos convictions anticolonialistes. Quand vous voudrez devenir des citoyens canadiens, par exemple, le Canada fédéral va vous extorquer un serment d'allégeance au Canada uni, de façon à vous obliger à l'aider à garder le Québec sous contrôle, ce qui, bien sûr, est immoral. Comme d'habitude, je vous encourage à distribuer librement cette vidéo autour de vous. Je vous salue.